Alors, parlons de 3 hommes ce matin. Donald Trump, Jean d'Ormesson, Johnny Hallyday. Donald Trump, vous ne l'avez pas connu. Jean d'Ormesson, vous l'avez Ah non, je l'ai vu. Vous l'avez vu? Ah oui, je l'ai vu. Vous l'avez vu? Oui, j'ai même peut-être serré la main quand j'étais journaliste, grand reporter à Washington. Voilà, À oui, Washington. oui. Jean d'Ormesson, évidemment, vous l'avez si bien connu. Et Johnny Hallyday, vous l'avez très bien connu aussi. Je vais commencer avec Trump. Est-ce que Trump menace aujourd'hui l'équilibre du monde? Non. Non, c'est ridicule. Oui. Non. Simplement, c'est un personnage outrancier. On voit très bien, il est un peu particulier. Il a, je dirais, peut-être une sorte de maladie de la Tourette. Vous savez, cette maladie de Gilles de la Tourette qui consiste à insulter tout le monde, à gueuler sans arrêt. Il y a un côté comme ça. Il ne se contrôle pas. Les tweets, c'est grotesque. Ça dévalorise énormément la fonction présidentielle aux États-Unis. C'est un personnage assez grotesque, à bien des égards. Simplement, là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la vérité. Il dit que Jérusalem, de toute façon, c'est la capitale historique d'Israël. On peut pas raconter autre chose. Vous savez, Israël, c'est quand même, c'est un pays qui existe depuis des millénaires. Pendant 12 siècles à peu près, c'était un État qui vivait tranquillement. Et puis à un moment donné, tout le monde s'est mis à passer dessus. Hein, les Ottomans, les Arabes, soit sunnites, soit chiites, etc. Ils ont conquis Israël à tour de rôle. Bon. Et puis aussi les Perses, il y a eu des problèmes. Bon, après il y a eu Cyrus le Grand, le grand iranien là, avec lequel ils se sont très bien entendus, les Juifs. Mais au départ, faut quand même dire une chose. Enfin, je sais que ça choque quand on le dit. Alors moi, les Juifs adorent quand je dis ça parce qu'ils disent dis-le, t'es pas juif. Enfin, vous regardez l'histoire. Israël, c'est une terre juive. Israël est une terre juive et Jérusalem est sa capitale. C'est devenu la ville est devenue universelle. Non, c'est la sémantique. Mais à ce moment-là, du monde. Bon, alors disons, New York aussi. Alors faut retirer ça aux États-Unis. Et puis on va faire la même chose avec Paris, qui est une ville universelle. Non, mais attendez, on est dans transformez Jérusalem en statue. Vous lui donnez un statut administratif, quoi. Mais non, mais tout ça est ridicule. C'est-à-dire, c'est la capitale historique d'Israël. Bon, pour toutes sortes de raisons, ça n'est pas fait aujourd'hui. Et je comprends que d'ailleurs, très bien, les diplomates qui disent attention, faut faire attention. Mais d'ailleurs, regardez même la position française est très ambiguë. Parce que il dit qu'il n'est pas d'accord, Emmanuel Macron. Mais il condamne pas. Il condamne pas pourquoi? Parce que c'est la réalité, tout le monde le sait. C'est une réalité qu'on n'ose pas aborder. Par une sorte de sémantique, si vous voulez, la Palestine, Israël, c'est devenu une terre arabe. Ça n'a jamais été une terre arabe. C'est une terre qui a été envahie régulièrement par les Arabes historiquement. Mais je le dis, moi, parce que c'est dans tous les livres d'histoire. Simplement, on oublie l'histoire aujourd'hui. Vous voyez, on voudrait recommencer à zéro. Et la sémantique a fait que, par exemple, regardez, la Palestine, jusqu'en 1945, Palestine, ça voulait dire juif, ça voulait dire Israël. Relisez les livres de l'époque. Le grand journal israélien, Jérusalem Post, à l'époque, s'appelait le Palestine Post. Tout ça a changé, la sémantique a changé. Moi, attendez, une fois que je dis ça, je suis pour un État palestinien. Je trouve que c'est la justice. Mais n'oubliez pas aussi... Quelle capitale? Ah bah ça, une capitale à trouver, une capitale à inventer. Mais je veux dire, faut pas refaire l'histoire. Aujourd'hui, on refait complètement l'histoire. Les Palestiniens ne peuvent pas dire Jérusalem est notre capitale. Ben attendez, historiquement, c'est une capitale. Je répète, c'est la capitale d'un État juif. Qui est là depuis des millénaires. Et alors après, effectivement, tout le monde a essayé de la conquérir, la pauvre Israël. Et puis c'est ce qui s'est passé. Mais je veux dire, je comprends pas cette façon de refaire l'histoire en permanence. Alors Trump, il a raison sur le fond. Évidemment, il a totalement tort sur la forme. Bon, cela étant, c'est pas avec l'ONU que ça se réglera ce genre d'affaires. C'est un processus forcément qui sera long et compliqué. Il part trop vite comme d'habitude. Simplement, il pose un vrai problème. Bon, ça va mettre le feu quelque temps. Il est aussi dans une situation qui est un peu différente aussi, hein, stratégiquement, parce que il a l'air un peu fou comme ça. Mais regardez ce qui se passe en Arabie Saoudite. Les États-Unis, rien ne compte. Non, quand même. Non. Le climat, la politique étrangère. Ah oui, non, attendez, je veux pas le défendre. Il est absolument indéfendable sur tous les sujets, y compris sur celui-là. Mais il arrive à un moment historique aussi où l'Arabie Saoudite s'interroge face à l'Iran et évolue très vite. Il y a un prince héritier moderne qui a envie de tout changer dans son pays et ça commence très vite. Hein, vous le voyez, on le voit chaque jour. Il y a une information qui montre que. Et c'est pas Gorbatchev, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un, on sent très bien, qui fait des réformes sous la pression. C'est quelqu'un qui avance vite et qui a une main de fer. Hein, alors parlons de Jean d'Ormesson et des Juifs parce qu'il en a beaucoup parlé. Il était fasciné. Il y a un très beau roman de Jean d'Ormesson qui s'appelle Le Juif errant, bien entendu, qu'il faut lire. Exactement. Sans oublier tous les autres, comme La douane de mer. Relation parfois tumultueuse.
Oui, bien sûr, bien parfois. sûr. Mais vous savez, c'est un esprit très libre, Jean d'Ormesson. Oui. On en fait aujourd'hui une sorte d'icône comme ça. Mais non, au contraire, il adorait provoquer. Et puis, quand je lis ou quand j'entends certains commentateurs, ça m'amuse beaucoup. Parce que c'est quand même quelqu'un qui pouvait parler volontiers comme un charretier. Oui. Il disait au milieu d'une émission, qu'est-ce que c'est chiant. Moi, je sais pas ce qu'il me l'a fait un jour. Ça m'a fait rire d'ailleurs. Mais il était comme ça. Oui, il était comme ça. Libre, vrai. libre. Oui. Bon, moi je me souviens de l'affaire Bousquet. Oui. Et de François Mitterrand, qui disait d'Ormesson, a parlé de l'influence du lobby juif en France. Oui. Oui. Oui, mais attendez, Mitterrand, Oui. on peut lui faire des tas de reproches, il était tout sauf antisémite. Il était même philosémite. Quand il a dit ça, c'était, disons, à la fin de sa vie, quand c'était un peu compliqué, qu'il était attaqué de toutes parts, notamment à cause de l'histoire Bousquet, et puis il y avait l'histoire de la francisque, etc. Donc il a parlé d'un lobby juif. Enfin, Mitterrand ne disait pas le lobby juif comme aurait pu le dire Brasillac ou n'importe quel collabo. Il le disait, comme ça, c'était un terme qui a été employé. Donc faut pas non plus transformer Mitterrand en antisémite. Jean d'Ormesson, les derniers mots les derniers mots. Certaines phrases de son dernier livre ont été lues hier soir par sa fille, Héloïse d'Ormesson, sur France 5. Je vais vous lire un tout petit extrait. « Et moi, qui m'imaginais devoir vivre pour toujours, qu'est-ce que je deviens ?» Qu'est-ce que je deviens? Il nous posait des tas de questions comme ça. Oui, c'est un personnage. C'est un personnage. C'est pour ça qu'il y a tellement d'émotions à Saint-Maur. Vous savez, un pays, c'est quoi? Oui. Il y a quelques. Bon, nous, c'est égalité. Puis aussi quand même liberté, fraternité. Oui. Mais c'est ça, la France. Oui. Et puis, faut penser aux fondations. Dans les fondations, il y a des hommes. Il y a des hommes et des femmes qui comptent, qui incarnent le pays. Et Jean d'Ormesson, c'était une des pierres de ces fondations, comme Johnny. C'était une pierre. C'était tous les deux des grosses pierres. Oui, oui. Alors, son dernier livre posthume, paraîtra en février, je crois, chez Gallimard. Je vais lire encore. Tout passe, tout finit, tout disparaît. Et moi qui m'imaginais devoir vivre pour toujours, qu'est-ce que je deviens donc? Il n'est pas impossible, mais que je sois passé sur et dans ce monde où vous avez vécu est une vérité, une beauté pour toujours. Et la mort elle-même ne peut rien contre moi. La mort elle-même ne peut rien contre moi. Oui, parce qu'il disait aussi que la mort, c'était la vie. Oui. C'était ça en permanence. Oui, donc, oui. Il avait une espèce de philosophie étrange parce que je pensais toujours qu'il devait croire. Parce que les croyants sont souvent comme ça. Oui. Moi-même, je suis croyant et souvent on a le sourire un peu niais. Voilà, on est bien le matin. Mais pourtant, il n'était pas croyant. Je crois vraiment sincèrement qu'il était agnostique. Oui. Bon, il espérait. D'ailleurs, il le disait. Mais je suis agnostique. croyant, attendez, moi je crois pas à la vie éternelle et tout ça. Oui. C'est pas ce que je veux dire. Mais enfin, je crois un peu à la façon de Spinoza. Il adorait Spinoza. Il citait beaucoup d'ailleurs. Il disait toujours la vie, c'est la mort. Ça, c'est du Spinoza dans le texte. Oui. Et c'est quelqu'un qui se levait toujours du pied droit, optimiste, heureux, hédoniste, et voilà, la vie était belle, voilà. Oui. Et y compris quand rien n'allait, parce que je me souviens quand il était entre la vie et la mort, il y a quelque temps. Oui. Avec son cancer, là, atroce, il il cernait de toutes parts. Eh ben, je dirais pas qu'il faisait des blagues, mais enfin, il avait, bon, on voyait à la voix que ça n'allait pas bien, mais il se plaignait pas, et puis il parlait de choses agréables. Est-ce que vous avez lu son premier livre, L'amour est un plaisir? Bien sûr, j'ai lu il y a très longtemps, oui. Et c'est vrai qu'il l'avait écrit pour une jeune fille? C'était les gens, il était comme ça tout le temps. Il avait les yeux émerveillés. Il aimait la vie. Vous voyez. Mais c'est quoi la vie? C'est une assiette qui est remplie de bonnes choses. Et il faut la manger vite parce que un jour on va vous retirer l'assiette. Il faut penser à ça tout le temps. Et Jean d'O était comme ça. J'ai lu les très beaux textes que vous avez écrits à propos de Jean d'Ormesson. L'hommage, je vais lire. Peut-on imaginer la France sans Jean d'Ormesson, sans son rire, sa voix flûtée, son extrême courtoisie, son regard bleu méditerranéen, sans sa culture encyclopédique, mais jamais ramenarde, qui lui permettait de parler si bien à travers ses essais ou ses romans de la vie et de la mort. C'est impossible à imaginer. Lui disparu, il manquerait à la France l'art de la pirouette, l'esprit voltairien, le Figaro, l'élégance et l'insouciance, sans parler des bulles de champagne et de la nostalgie des 30 glorieuses. Jean d'Ormesson incarnait tout cela à la fois, et même plus encore. L'amour de l'amour, l'aristocratie quand elle est noble, et les voyages autour de la planète, comme au fin fond de l'Antiquité. Ouais. Et beaucoup d'humour et de distance par rapport à lui-même. Par exemple, il y a cette phrase incroyable. Moi, je cours encore après les filles, je ne sais plus pourquoi. Voilà, ça, c'était tout à fait une phrase à la Jean d'O, c'est-à-dire toujours de l'ironie, mais y compris sur lui. Et dans un pays pessimiste et ronchon, c'est ce que vous lui avez écrit. Bien sûr.
C'était l'antidote. Oui, c'était l'antidote. Oui, tout va mal, on est là comme ça. On disait, voilà, je disais toujours, d'ailleurs, il avait adoré cette formule, je disais, tous ces livres devraient être remboursés par la Sécurité sociale. Ce sont des antidépresseurs, et c'est bien mieux que des antidépresseurs. Oui. Si vous voulez toute cette série de livres qu'il a écrits, et puis avec des titres incroyables aussi, ça, il avait l'art du titre. Ah oui, il avait l'art du titre. Dieu sa vie, son œuvre, au revoir et merci. Puis surtout, c'était bien. Moi, j'adore ça. Un livre de souvenirs. C'était bien. C'était bien. Qu'est-ce que c'est? Mais ce titre est génial. C'est magnifique, c'est magnifique. Un écrivain, vous le dites aussi, dominé par la contradiction. Ah bah c'est important ça. C'est important. Mais c'est tellement important. Oui. C'est-à-dire, on est dans un pays une civilisation qui s'enferme dans des clichés de plus en plus. Moi, j'assiste à ça. Ce qu'on peut appeler, Tocqueville appelait ça la tyrannie douce, c'est-à-dire on n'a plus le droit de dire ceci, on n'a plus le droit de plaisanter, on n'a plus le droit de faire. Et Jean II était en permanence comme ça. Mine de rien, c'était quand même quelqu'un d'iconoclaste. Regardez, l'amour qu'il avait, que je partageais avec lui, parce que pour moi, Aragon est le plus grand poète français. Oui, comme lui. Comme lui. Moi, je me souviens quand il avait récité ici même. À votre Aragon. place, des vers d'Aragon, c'était fort. Mais vous lisez le second intermède, par exemple dans le recueil des poètes, mais vous chialez, c'est pas possible, si vous êtes normal, vous commencez à chialer. Moi, je suis comme ça. Bon, Aragon, c'est quand même comme stalinien, on fait pas plus, pas pire dans le genre. Il était hyper Staline, il appelait à la mort des tas de gens, des socialistes, des sociodémocrates, etc. Et lui, comme anticommuniste, on faisait pas pire, je sais pas s'il faut dire pire, mais d'ailleurs on faisait pas mieux. N'empêche que il chantait, il célébrait, il ne cessait de célébrer Aragon. Voilà, c'est ça, l'ouverture d'esprit. Parce qu'il y a une autre dimension, je crois, j'ai oublié dans ce papier, c'était la tolérance. Jean d'Ormesson était quelqu'un de très tolérant. Et d'ailleurs, les relations qu'il avait avec Mélenchon, c'était marrant. Je les avais invités un jour dans une émission, je pensais que ça le ferait. Ça l'avait fait. Après, ils sont devenus copains, ils ont commencé à bouffer. Qu'est-ce qu'ils avaient rapproché? La philosophie grecque. Oui. Évidemment, c'est parti sur Démocrite et puis je sais pas quoi, puis après de fil en aiguille, parce que au fond, la politique c'est pas forcément l'essentiel, et je crois pas que c'était l'essentiel chez Jean d'Ormesson. C'était vraiment une philosophie de la vie. Alors, on va lui rendre les honneurs. Les honneurs, parlons-en. Il était comme Chateaubriand. Il méprisait les honneurs, mais il les recherchait. Alors, il disait quelque chose de très juste. Je n'étais pas assez orgueilleux pour les refuser. Et je crois que ça, c'est peut-être les taquineries qu'on pouvait faire. Je sais pas, moi je comprenais pas très bien ça. Moi, je suis pas à l'Académie. J'ai toujours refusé la Légion d'honneur, j'ai refusé 3 fois, vous pouvez vérifier ça facilement, et je suis toujours frappé par ces gens. Mais je comprends aussi, c'est-à-dire c'est aussi une certaine peur, voyez, puis c'est une façon de s'enterrer aussi, parce que les Légions d'honneur, les décorations très pratiquées en France, c'est une façon... Vous allez vous rendre l'hommage tout à l'heure? Évidemment. Bah oui, je suis très ému par tout ça, parce que c'est trop triste. Vous savez, vous l'avez tellement côtoyé. C'est Marcel Pagnol qui disait la vie c'est comme un autobus. Quand vous retournez de temps en temps, il y a de moins en moins de monde. Puis un jour, il n'y a personne. Mais je trouve que l'autobus aujourd'hui, après la disparition de Jean d'Ormesson, Jean Do, on l'appelait. Jean Do. De Jean Do, et puis de Johnny Hallyday, l'autobus est vraiment très vide. On va parler de Johnny, mais je terminerai. Jean d'Ormesson, Jean Do, était le prince des petites attentions, c'est vrai? Ah attendez, tout le temps. Moi, j'écris des romans. Il y a une histoire qui m'est revenue comme ça, mais il était tellement émouvant et tellement sympa. Ça allait pas trop bien la santé à ce moment-là. Je publie La cuisinière d'Himmler, je me souviens. Bon, il écrit toujours pour mes livres, mais La cuisinière d'Himmler, c'est mieux que ça. Au fur et à mesure qu'il lisait, il m'envoyait une petite lettre. Je les ai gardées. Mais c'était merveilleux. Oui, il commentait avec drôlerie. En se foutant toujours un peu de ma gueule, d'ailleurs. Mais vous voyez qu'il aimait le bouquin. Bon, c'est-à-dire, voilà. C'était ça, Jean d'Ormesson. Les petites attentions en permanence. Adorable. Vous savez qu'il y a quelque chose qui impossible de ne pas l'aimer. Il y a quelque chose qui les rapproche, les Johnny Hallyday et Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson est né un 16 juin et Johnny Hallyday le 15 juin. 15 juin, absolument. Même moi, un jour près, c'était pratiquement le même jour. C'était le même jour. Johnny, lui aussi, si fort et si fragile, lui. Alors lui, oui. Johnny, c'était le contraire. C'est-à-dire, c'était l'optimisme, Jean d'Ormesson, c'est-à-dire tout de suite solaire, personnage solaire, qui n'aime que la nage, comme il dit, le ski, les femmes, etc. Bon. Et Johnny, qui aime aussi la nage, le ski et les femmes, Johnny, lui, c'est un personnage triste. En fait, c'est toujours l'enfant abandonné qu'il était quand il était petit, abandonné par son père, pas oublier, à 6 ou 8 mois, je sais pas trop, enfin, les dates varient, mais à 6 ou 8 mois, en tout cas, il est abandonné par son père, qui vend tout dans la maison, y compris les habits de son propre fils, et nouveau-né, donc, il le laisse sur une couverture, il s'en va avec une autre femme, voilà, et puis avec l'argent de ce qu'il a vendu dans l'appartement. Et d'une certaine manière, pratiquement d'une certaine manière, c'est plus compliqué. Et moi, je me souviens l'avoir interviewé une fois,
C'était atroce parce que, bon, je posais des questions de journaliste, c'est-à-dire, bon, je comprends pas, je lui disais, mais le 25 décembre, le 24 décembre, donc tu voyais pas ta mère le 24-25 ? Il répondait pas trop, mais je veux dire, ça voulait dire qu'elle avait pas dit à son mari qu'elle avait un autre enfant. Mais sinon, tu serais allé le 24 ou tu serais allé le 25. Ouais. Non, donc, ta mère ne l'avait pas dit. Et je me souviens qu'il s'était retourné, puis quand on fait des interviews, en tout cas en presse écrite, c'est pas comme vous, on peut faire des silences, et puis souvent, après un long silence, il y a de très bonnes choses qui sortent. Et donc, je pensais qu'il réfléchissait à une formule, un truc, et puis brusquement il se retourne, il avait le visage couvert de larmes, et il dit t'arrêtes. Évidemment j'ai arrêté, je pensais que j'étais allé trop loin. Mais c'est quelque chose qui était très sensible, il portait ça en permanence, et je crois que c'est ça que les Français aimaient chez lui. Bon, c'est évidemment la continuité, parce que alors lui, depuis le temps, presque 60 ans, première chanson, 1958, tout le monde l'oublie, je me sens si seul, déjà la solitude, c'était quelqu'un qui se sentait seul depuis l'enfance, quoi, une enfance très compliquée. Oui, très compliquée, qui l'a beaucoup marqué. La France rend hommage à ces deux hommes qui appartiennent au patrimoine, tout le monde le dit. Oui, mais attendez, c'est énorme. C'est vrai, c'est vrai. De toute façon, Jandot, tous ces connards qui vous expliquaient, c'est léger, c'est du champagne. Ben non, vous verrez qu'on le lira encore dans 20 ans, dans 30 ans, parce que c'est la France. Quant à Johnny, il y avait les mêmes connards qui expliquaient que Johnny c'était nul. Que c'était nul, etc. Enfin, ces connards, ils n'avaient jamais assisté à un concert de Johnny Day. Moi, j'adore l'opéra, j'adore toutes les musiques, mais il avait la voix des grands. Il avait la voix. Qu'est-ce que c'est la voix de Calas, par exemple, à Calas. C'est un petit oiseau blessé. C'est ça qu'on aime. Et il fait pleurer, d'ailleurs, instantanément. Qu'est-ce que c'est la voix de Luciano Pavarotti quand il fait le grand air de Tosca? C'est également pareil. C'est quelqu'un qui est déchiré complètement. Et on se met à chialer quand on l'entend. Et qu'est-ce que c'était Johnny? On allait voir. C'était la même chose. Et on chialait dans ses concerts. D'ailleurs, une voix. Quand on le rencontrait, vous l'avez rencontré plusieurs fois, vous avez passé des nuits. Avec lui, des soirées, le problème de Johnny, c'était quand j'étais jeune, 2-3 fois, plusieurs fois même, plus que ça. Je me suis retrouvé dans des soirées, c'était vrai, ça fumait des clopes, ça buvait des coups, tout ça. On s'emmerdait un peu, quoi. Et c'était un peu, on retardait la nuit. On retardait comme les enfants l'heure d'aller se coucher. Et là, vous retournez à l'enfance. Vous voyez, c'était le petit enfant qui avait peur d'aller se coucher presque. Et puis en même temps, de temps en temps, il fait des blagues incroyables. On discute, mais beaucoup d'humour derrière ça, parce qu'il était pessimiste, il était triste, c'est vrai, mélancolique, et en même temps, beaucoup d'humour. Il racontait des histoires. Alors lui aussi, l'autodérision. Par exemple, il racontait un jour une histoire incroyable. C'était avec une de ses femmes, je ne vais pas citer laquelle, il me dit je rentre tard le soir, complètement bourré, j'ai oublié que ma femme est là, et j'arrive, j'allume pas la lumière dans la chambre, on commence à se déshabiller avec la jeune fille qui l'a ramenée je ne sais où, puis brusquement la lumière s'allume, c'est ma femme, merde, elle est là, elle crie à la jeune fille, mais qu'est-ce que vous faites là? Et il dit moi, j'ai rien trouvé, tu peux rien trouver dans un corps comme ça. Je me retourne vers elle et je dis mais qu'est-ce que vous faites là? ça c'était Johnny, il y avait toujours des histoires comme ça. Bon, quelle est votre chanson préférée de Johnny? Moi j'en ai plein, évidemment, l'envie d'avoir envie, tout ça, elle est merveilleuse, mais Derrière l'amour, et surtout à la fin d'ailleurs, quand il part en vrille, elle est on formidable. Va écouter Derrière chanson. l'amour, alors un petit pour vous. Ah, c'est une belle chanson. Allez, mais il y en a plein de belles. Oui. Comme tout un chacun dans la vie quotidienne, dès qu'il se mettait à chanter. La cigarette. Ah oui, ça je crois. Ouais. Dès qu'il se mettait à chanter, c'était incroyable, incroyable. Il nous transportait. Dès qu'il était sur scène. Oui, moi, j'étais à un de ses anniversaires, c'était le 15 juin 2010. Quand il était rentré, il avait fait venir quelques copains comme ça. Je crois qu'on était sur une péniche et on le regardait, une sorte de mort-vivant. Il était complètement éteint, il était comme ça. C'était l'époque, vous savez, il sortait il était vraiment, il était pas dans un long coma, etc. Et c'était comme un mort-vivant. Et brusquement, il y a un type qui dit vers 11h30 du soir, tiens, Johnny, tu peux pas chanter un coup? Il se lève, il a fait une espèce de bof pendant 1 heure. C'était ça. Il était fait pour la scène. Et vous savez, quand il partait dans ses longues tournées, c'était un autre Johnny parce qu'il buvait plus. Il avait fait de la muscu, pour se préparer. Enfin, il travaillait parce que c'était un perfectionniste en même temps. Ah oui, ça tout le monde l'a dit. C'est pas un artiste comme ça qui croit à son génie. C'était un type qui bossait comme un malade. Et d'ailleurs, regardez ses concerts comparés avec Mick Jagger.
Mick Jagger, je suis désolé, ça choque toujours quand on lit, mais il chante faux. C'est horrible. Bon, il s'agite un peu, bon, il fait du jogging sur la scène. Johnny, c'était vraiment le professionnel. Il chante juste, toujours juste. C'est vrai. Merci François-Olivier Gisbert d'être venu nous voir. Merci. 8h56, RMC et BFM TV.